BFM Bourse, on refait la séance. Edwin Faure de Tingres, bonjour. Bonjour. Et bonjour à Eric Blaine de Swiss Life Gestion Bonjour Privée. Antoine, bonjour à tous. Alors, un climat toujours aussi volatile, le mot est mal choisi, parce que le VIX est retombé à 20. Mais voilà, on a toujours une affaire sur le feu. Et est-ce que vous sentez quand même le marché prêt à repartir sur des réflexes un tout petit peu plus sains, construire des stratégies un petit peu élaborées plutôt que de réagir par retour de balancier interposé, Eric? Bon, moi je pense que Donald Trump il a envie de trinquer. Et puis les Iraniens ils boivent pas d'alcool. C'est un problème. C'est sûr. C'est un problème. C'est sûr. Et jusqu'à là, Israël, pour le coup, il cassait encore les verres. Donc on n'y était pas. Ouais. Donc je pense qu'il faut attendre le début des négociations, voir ce qui se passe sur les détroits d'Ormuz, voir ce qui se passe avec l'uranium enrichi, et enfin ce qui va se passer avec les missiles balistiques. Et le marché va réagir en fait au gré des nouvelles comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Je ne pense pas qu'il prenne un biais particulier avant d'en savoir plus, et en particulier sur le détroit d'Ormuz. Ouais. Edwin Faure, c'est vrai qu'on a assisté à une très très forte haussière, et c'est vrai que le CAC 40 a connu sa plus belle séance en intraday en 4 ans. C'était normal qu'on reprenne un petit peu de souffle. Cela dit, il y a des aspects techniques, il y a des croisements de paramètres techniques, on va dire, de marché qui ont soutenu le marché jusque-là. Maintenant, voilà, après cette agitation, on va peut-être pouvoir parler des fondamentaux, des résultats d'entreprise, des transformations d'entreprise, peut-être de politique monétaire. Ça va commencer à agiter le marché, je suppose. Oui, tout à fait. C'est vrai que les marchés s'étaient obnubilés à part cette guerre. C'est vrai que je pense avec les annonces de hier, on a évité le pire. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que le détroit d'Ormuz n'est pas entièrement ouvert. Il y avait jusqu'à récemment encore des frappes d'Israël au Liban. On va vers des négociations qui vont, à mon avis, durer longtemps. Mais c'est plutôt positif et on va se reconcentrer sur le début des résultats du premier trimestre qui arrive, des entreprises et les problématiques qu'il y avait avant l'Iran, les risques sur l'IA, et on le voit aujourd'hui, les plus fortes baisses du CAC, ce sont les ESN et les éditeurs de logiciels. Oui, alors ça, effectivement, ça c'est Made in Meta. On a un nouveau modèle d'intelligence artificielle, donc forcément, là est reparti comme un 40 le réflexe conditionné de on va démolir les sociétés de logiciels parce qu'ils vont se faire disrupter. Globalement, c'est ce qui s'est passé. Tout à fait, ouais, exactement. Donc je pense que c'est maintenant c'est un peu, même si le pétrole n'est pas revenu au niveau d'avant, il y aura toujours une prime, bien sûr, sur la partie géopolitique et sur les matières premières. Voilà, les publications, aussi ce que vont faire les banques centrales. C'est vrai que ce risque inflationniste qui pèse encore met un peu la Fed entre deux eaux, puisqu'on s'attendait à pas mal de baisses de taux cette année. L'inflation est quand même est plutôt favorable à une hausse de taux. Et là, voilà, la BCE, on va attendre un peu les dernières news. Elle est un peu en wait and see, quoi. Donc, publication, risque IA et les banques centrales et principalement la Fed seront, je pense, le narratif dans les prochaines semaines, mois à venir. Ouais, c'est le cocktail. Eric Blaine, là, sur la partie de poker du jour, si on partait avec Total Energy et Air Liquide sur le tirage, on était plutôt pas mal. Bon, c'est retour aux valeurs sûres. Hein, regardez, Engie, on a Air Liquide, on a Total Energy, on a Engie, on a Bouygues. C'est vraiment voilà, nos bonnes valeurs. Les télécoms, les utilities, les pétrolières et les services pétroliers. C'est clair que le marché se dit que là, on n'a pas de disruption. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut rajouter quand même le secteur de la défense, c'est-à-dire que dans cet embroglio complet, qu'est-ce qui est à peu près sûr, quoi. Donc les télécoms, on va continuer de téléphoner. En plus, il y a quand même cette histoire de possible cession de SFR, donc ça renforcerait les choses. Il y a le côté infrastructure, souveraineté aussi. Les télécoms sont en train de rentrer dans ce prisme-là. Hein. Et on voit bien que la dynamique boursière, bénéficiaire est bien orientée, donc ça c'est sûr. Les utilities, on comprend aussi, l'électricité, on va en avoir plus besoin, et encore plus avec
cette crise pétrolière. On va avoir envie d'accélérer en fait la production d'électricité à base décarbonée. Donc c'est clair que les utilities sont favorisés. Et puis ensuite le secteur de la défense, j'ai quand même l'impression que ça aide. Et les services pétroliers, alors pétrolier c'est le prix du baril qui remonte, ok. Et les services pétroliers parce que c'est pareil, il va falloir trouver du pétrole peut-être ailleurs qu'au Moyen-Orient. Il y a d'autres sujets d'ailleurs que le pétrole. On voit que Vallourec a eu un contrat très important aujourd'hui en géothermie. Mais oui. Et donc tout ça aide en fait ces différents secteurs qui sont peu disruptés et qui sont peu internationaux. C'est moi. Non, pas de souci. C'est Netanyahou. C'est négociation directe. Ok, c'est bon. Non, Vallourec, c'est intéressant. Figurez-vous que juste avant l'annonce de Donald Trump sur c'est bon, cessez le feu, 2 semaines, etc. BP, comme par hasard, BP annonce une découverte mais majeure et monstrueuse au large de l'Égypte. Oui. Vallourec, Technip, Viridien, tous ces groupes-là, ça faut les regarder parce que premièrement, il y a des tas d'installations énergétiques qui sont esquintées du côté des monarchies du Golfe, bien sûr. Mais il y a aussi l'avenir de la production à assurer. Et ça, l'ingénierie pétrolière, c'est des valeurs qu'il faut oui. Et il y a eu beaucoup regarder. de sous-investissements parce que le pétrole est orienté à la baisse quand même, il ne faut pas l'oublier, pendant 2-3 ans. Sûr, oui. Donc on est en retard sur les investissements pétroliers. Donc il y a année après année, les productions en fait s'effritent. Donc il faut investir en fait pour pouvoir produire plus. Et les services pétroliers, on le voit bien d'ailleurs, elles performent toutes. Il n'y a pas une qui ne performe pas. Vallourec, les parapétrolières, ça vous intéresse aussi ? Oui, en effet, il y a eu depuis 2015 un sous-investissement dans la catégorie de tout ce qui est énergie fossile, poussé aussi par les fonds vers les énergies renouvelables. Les parapétroliers dont vous citez sont aussi intéressantes puisque maintenant ils peuvent, avec ce nouveau contrat avec Vallourec, se diversifier dans les énergies renouvelables de transition. Donc ça, c'est une chose nouvelle. C'est aussi des entreprises qui ont été très endettées dans le passé, Vallourec et Viridien, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a eu des gros problèmes de financement et là, ils ont réussi à restructurer, à remonter les marges, à se concentrer la génération de cash flow. Donc ça devient des entreprises cash rich. Donc c'est des entreprises que nous, on trouve intéressantes à investir et les valorisations restent attractives. Après, nous, on a quand même un biais plus sur les énergies renouvelables où on considère qu'il y a plus de visibilité sur c'est le match du moment et il reste toujours vrai. Donc vous, c'est plus les renouvelables. Oui, parce qu'on préfère investir sur des périodes un peu plus longues. On a plus de visibilité et l'Ukraine, l'Iran, toutes les guerres récentes ont montré qu'il y a une certaine dépendance énergétique en Europe qu'on a vers l'international et il faut vraiment se reconcentrer sur nos outils de production pour être indépendant sur nos énergies. Ce qui est un petit peu décevant, c'est qu'à chaque crise énergétique et d'ailleurs à chaque conflit majeur, à chaque fois on dit mais oui, il faut intensifier les énergies renouvelables, il ne faut plus qu'on dépende du pétrole. Les leçons, on les apprend jamais, c'est assez curieux. Je pense que vous avez un peu mauvaise langue. Non, on les apprend, mais c'est vrai que c'est très long. Oui. Et c'est beaucoup d'investissements. Et là, vous avez raison. Et avec la remontée des taux, c'est vrai que c'est des investissements de capex très importants. Donc, c'est aller un peu moins vite qu'on ne le pensait. Et c'est vrai que récemment, les investissements en défense ont peut-être pris le pas sur tous les investissements en énergie renouvelable, qui a été le plus gros focus, la défense. Donc... Romain Daubry, Edwin Faure le disait il y a un instant, et c'est vrai que ça m'a rappelé des souvenirs sur l'espèce de chemin de croix qu'a connu Vallourec pendant des années. Et là, graphiquement, on a même en plus l'impression qu'avec cette forte hausse, on est en train de tourner la page sur 6 ans de vache maigre finalement, et que la configuration technique a l'air de bien s'améliorer. Oui, effectivement. On l'a évoqué souvent ensemble à Vallourec depuis plusieurs mois. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais on a vu le titre s'inscrire dans une structure de retournement de long terme qui a commencé à se former en mars 2020 et dont la sortie peut dater de novembre 2024 avec pas mal de volatilité. Mais depuis qu'on a débordé ce niveau de 14,50, eh bien, on a réactivé une dynamique haussière qui permet de viser une cible qui est relativement proche maintenant, c'est aux alentours de 25,08. Mais après un très gros parcours haussier, on a presque doublé sur le titre pour l'instant. Donc c'est une recovery, une cible graphique, c'est un niveau idéal, mais effectivement, comme il y a une vraie recovery qui s'est mise en place avec le temps sur le titre, c'est peut-être le début d'une réactivation haussière de long terme, et c'est ce qu'on voit se mettre en place. Donc des cibles qui s'approchent, mais un potentiel haussier qui est peut-être pas loin d'être consommé.
Plus 5,5% pour Vallourec, une très belle séance, 23,15. Rexel qui est upgradé par Jefferies. C'est vrai que Rexel, c'est une valeur qui va beaucoup mieux depuis quelques mois. Et dont pendant des années, là aussi, on a connu des vaches maigres à base de mais quand est-ce qu'enfin ils vont profiter des dynamiques du moment? Ils n'y arrivent pas, alors que tout plaide en leur faveur. Et on voyait que Rexel avait du mal. Là, apparemment, le paysage est en train de bien s'améliorer. Eric Blaine, c'est une valeur que vous aimez bien? Alors, nous, on aime bien le secteur. Électrique, pas forcément de distribution, mais électrique au sens large. Donc Schneider, Legrand et Rexel, voilà les trois. Bien sûr. Celle qu'on préfère chez nous, c'est Legrand, parce que 20% d'exposition au data center et croissance forte, tout comme Rexel et Schneider, il n'y a pas de souci, mais il y a plus d'effet de levier chez Legrand aujourd'hui. Et Legrand est en retard sur Schneider. Rexel est beaucoup moins cher parce que c'est un distributeur, c'est pas un producteur, donc il y a moins de marge. Par contre, sur les data centers, ils sont exposés à de l'ordre de 5% de leur chiffre d'affaires total, et cette partie-là, elle croît autour de 15%, ce qui est à peu près le cas chez un Legrand ou un Schneider, mais c'est 20% de leur chiffre d'affaires total. Donc Rexel est un peu en retard. Rexel a l'avantage de prendre pied aux États-Unis, ils le font bien et ils gagnent des parts de marché avec une rentabilité. Les marges sont en augmentation, le management est de qualité, la société n'est pas encore trop chère, on est autour de 15-16 fois en termes de PE, ça va. Mais historiquement, on s'est payé beaucoup moins cher parce que ça commence à être connu quand même que Rexel va mieux, donc c'est normal. Mais écoutez, nous on aime bien Rexel. Si on en choisirait une, on prendrait quand même Legrand. Pour le coup, toutes celles-ci sont quand même, elles n'ont pas beaucoup baissé. On a baissé ponctuellement, mais dès que le marché a rebondi, elles ont toutes les trois bien remonté. Ok. Edwin Faure, Rexel, quelque chose à ajouter? Je pense que c'était assez complet quand même. Mais en effet, c'est sur une bonne dynamique. Ça se paye un peu moins cher parce que c'est un distributeur. Voilà, nous on trouve que la valorisation est un peu tendue en ce moment, donc on est plus prudent là-dessus. Mais c'est eu un très beau parcours boursier, plus 70% en un an, donc ceux qui en avaient, ils ont bien fait. Ça c'est sûr. Romain Daubry, un petit coup d'œil sur la configuration technique de Rexel. Allez, on va dire depuis le printemps 2020, c'est une montée continue. Ça avait même eu tendance à accélérer ces dernières semaines, et il y a eu un beau contre-coup, mais là, on a peut-être une chance de renouer avec des plus hauts historiques, j'ai l'impression. Non, oui, effectivement. Depuis 2020, le titre valait un peu moins de 4 en mars 2020. Il a évolué pendant des mois et jusqu'en novembre, décembre dernier, au sein d'un canal haussier de long terme. Donc ça, c'est un signe d'harmonie. Et ce qu'il a fait, qui est un signe de force en haut de marché, c'est de déborder la borne haute de ce canal haussier, de s'installer au-delà d'un support situé à 32 et de poursuivre son parcours haussier. Donc il y a eu un peu de volatilité depuis, mais tant qu'on est installé au-delà de ce niveau de 32, on a des extensions possibles en direction de 40, 55 et pourquoi pas 44, 66. Donc on a probablement consommé la meilleure partie du potentiel haussier, mais il en reste, il n'y a pas de signe d'invalidation à court terme pour l'instant, même s'il y a eu un peu de volatilité. Merci Romain Daubry, Bourse Direct. Il nous reste un petit peu plus d'une minute, les amis. Je voulais qu'on parle de vos petites pépites, de vos trouvailles. Vous nous conseillez une valeur qui s'appelle ICOP. Alors SPA, j'imagine que c'est une société italienne. ICOP, qu'est-ce qu'ils font ? C'est une entreprise italienne spécialisée dans les infrastructures et leur spécialité, c'est ce qu'on appelle le micro-tunneling. Donc maintenant, quand vous voulez construire des tunnels en sous-sol, vous faites plus des énormes tranchées, vous faites passer des appareils qui vont creuser à l'intérieur de la roche. C'est ce qui a été utilisé pour le Grand Paris, tous les nouveaux métros. Ouais. C'est une technologie qui est implémentée depuis une vingtaine d'années en Europe, qui n'est pas présente encore aux États-Unis. C'est une entreprise qui bénéficie de tous les investissements d'infrastructures en Europe, de cette nouvelle implantation aux États-Unis, du M&A, des marges très élevées aux alentours de 20% et d'un management dirigeant qui est actionnaire majoritaire, donc un bon alignement des intérêts et une valorisation encore très faible. ICOP SPA, côté à la Bourse de Milan, donc effectivement à regarder du côté d'Euronext. Eric Blaine. Moi j'aime bien Medincell. Ouais, Medincell. Je trouve que c'est intéressant. Alors c'est une société de biotech française qui réussit bien. Alors biotech, elle produit pas des médicaments en tant que tels. Elle encapsule en fait des produits pharmaceutiques et en particulier pour traiter le sujet de la schizophrénie. Ouais. Et donc là, il faut en fait pouvoir être très
très vigilants sur la manière dont le patient va prendre donc son médicament et dont la régularité en fait avec laquelle le médicament va faire effet. Et donc ce qu'ils ont trouvé, ce qui est exceptionnel, c'est que grâce aux produits de Medincell en fait, ça encapsule et ça délivre en fait le produit en période très régulée et avec les bonnes doses. Et ça, c'est visiblement exceptionnel. Donc, ils ont réussi à sortir un produit qui s'appelle Uzedy, qui est donc distribué aux États-Unis. Hein. C'est la FDA qui a autorisé le produit. Ils ont fait l'année dernière 117 millions d'euros de vente. Cette année, ils seront à 250-280 millions d'euros. Et donc, ils prévoient 850 millions à terme. Donc ça c'est quand même un beau produit et ils ont 2 autres produits qui sont donc en train d'être sortis et sur lesquels on espère des nouvelles cette année. Donc un autre lancement avec la société américaine Tesa qui sera potentiellement un blockbuster et un partenariat avec AbbVie sur un autre produit. Donc là il y a 3 produits intéressants, une société qui est volatile, ils viennent de lever de l'argent mais qui a un gros potentiel. Plus 4,5% pour Medincell, 22,98 € et la société italienne dont vous nous parliez, Equinfor, ICOP, qui a gagné 3,7% aujourd'hui à la Bourse de Milan, 25 €. Merci beaucoup messieurs.